Nous reprenons le cours de nos travaux avec les effets des transformations sur les organisations et les pratiques de terrain, des approches managériales qui favorisent l'accompagnement du changement, comment l'on repense les organisations, l'enjeu des fonctions de coordination, la place des cadres intermédiaires. Beaucoup de sujets et naturellement, vous aurez la possibilité de poser des questions, de demander des précisions ou d'apporter vos témoignages. Je vous remercie de bien vouloir prendre place, de faire le silence dans la salle. Merci. Merci. Je vous présente nos intervenants, en commençant par votre droite. Jean-Michel Guillermin, directeur du pôle enfance à l'APF Grenoble. Fanny Messien, directrice du pôle enfance à l'APF Lille. Et Guillaume Wepp, responsable du service de coordination de parcours du PCPE, Espoir 73. Fanny Messien, je vous invite à prendre un micro. Nous commençons avec vous. Vous allez tout d'abord nous parler du projet. Alors, vous dirigez des CESAD depuis janvier 2016. Et dites-nous en quelques mots le projet dont vous allez plus spécifiquement nous parler. Donc effectivement, depuis le 1er janvier 2016, on met en œuvre un projet au sein des 4 CESAD que je dirige et qui sont sur la métropole lilloise. L'idée, c'est de faire évoluer l'offre de services en s'inspirant des recommandations du rapport PIFTO, notamment du principe de subsidiarité et de la logique de réponse accompagnée. Alors concrètement, ça se traduit par la mise en œuvre de réponses modulées et coordonnées qui s'appuient sur les ressources du CESAD, mais aussi sur les ressources de premier niveau qui existent dans l'environnement de chaque enfant. Alors, vous avez commencé par un processus d'évaluation. Exactement. Pour que ces réponses soient personnalisées, il faut penser à un processus d'évaluation qui démarre lorsque l'enfant entre au CESAD et qui se poursuit tout au long de son parcours. Donc cette évaluation porte sur plusieurs champs, 3 principaux, mais ça peut être élargi dans certaines situations. Principalement la demande formulée par l'enfant lui-même, ses parents, et puis par tous les prescripteurs, c'est-à-dire celles et ceux qui ont orienté les parents vers le CESAD et qui les ont aidés à constituer le dossier d'ouverture des droits auprès de la MDPH. Nous avons beaucoup parlé de démarche écologique ce matin. Est-ce que c'est le cas pour la vôtre ? Oui, ça fait partie des 3 approches qu'on essaie de développer au sein des CESAD pour mener cette évaluation. Alors l'évaluation, elle porte également sur les besoins en soins de l'enfant, puisqu'on accompagne des enfants qui ont des déficiences et qui nécessitent des soins adaptés. Et l'évaluation, elle porte aussi sur les ressources de l'environnement. Donc les 3 approches, donc il y a effectivement cette approche écologique qui nous invite à observer la manière dont l'environnement de l'enfant s'adapte à ses besoins et la manière dont l'enfant réagit à cette adaptation de son environnement. Mais ce n'est pas la seule approche qu'on utilise. On utilise aussi l'approche médico-centrée qui est très connue par les professionnels du médico-social, c'est-à-dire tout le processus d'évaluation de l'enfant par le biais de bilans normés. Et enfin, une approche systémique, c'est-à-dire de comprendre l'enfant dans ses différents environnements et les interactions entre ces différents environnements auxquels il appartient. Et l'évaluation vous permet donc de proposer un accompagnement. Tout à fait. C'est en combinant ces 3 approches, donc sur ces 3 champs à évaluer, la demande, les besoins, les ressources, on essaie d'avoir une compréhension de la situation de l'enfant, on essaie que cette compréhension soit la plus globale possible et de faire des propositions d'accompagnement qui soient ajustées aux besoins, à la demande et qui tiennent compte des ressources de l'environnement. Donc c'est ces réponses qui sont modulées, la modulation portant sur la quantité d'interventions que les professionnels du CESAD vont réaliser auprès de la personne et de son environnement. Auparavant, on était focalisé sur le tout scolaire et ça a évolué. Alors effectivement, il y avait dans l'histoire des CESAD, c'était vraiment pour favoriser le maintien des enfants en milieu scolaire. Donc il y avait une centration des préoccupations sur les apprentissages scolaires. Là, avec cette approche, on va explorer bien d'autres champs, et notamment les capacités d'adaptation de l'enfant par rapport à son milieu familial, par rapport à son futur parcours professionnel. Une approche qui repose sur un travail important autour du sens. Oui, parce que pour mettre en place et entretenir ce processus d'évaluation, il faut inciter les professionnels à faire évoluer leurs pratiques et mettre en place une organisation institutionnelle qui soutienne cette démarche. Et le premier travail, c'est le sens. Pourquoi faire évoluer les pratiques ? Quel est le sens des interventions de chaque professionnel auprès de la personne ? Quelle est la place des professionnels sur le parcours de vie des personnes ?
Et c'est quoi le principe d'inclusion? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais, parce que les professionnels étaient assez bousculés quand même au démarrage. Très bousculés, chacun dans leur cœur des métiers pour des raisons différentes, que j'expliquerai peut-être dans la suite du propos, mais il y a effectivement eu au démarrage nécessité de vraiment prendre le temps d'échanger, de communiquer, d'expliquer sur les raisons de cette évolution. Donc ça nécessite beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie parce qu'ils doivent intégrer une nouvelle temporalité, puisque ce processus d'évaluation demande du temps. C'est un processus qui est long et qui ralentit par rapport aux pratiques antérieures l'élaboration du projet individuel d'accompagnement. Ça bouscule donc la pratique professionnelle, mais ça enrichit aussi la pratique. Oui, ça l'enrichit, mais c'est l'expérience de cette nouvelle pratique qui permet aux professionnels de comprendre à quel point c'est enrichissant. En amont, avant que ce ne soit expérimenté, je pense que percevoir les aspects positifs pour les personnes, c'est pas forcément simple. Un exemple de nouvelle compétence qui a pu ainsi émerger? Alors, toutes les compétences relatives au travail en partenariat. Ce que Monsieur Geiger appelait hier les soft skills, alors que moi j'avais traduit par les capacités à communiquer, à partager, à se concerter, à se coordonner, à collaborer. Toutes ces compétences-là sont à soutenir et je pense que quand les professionnels ont acquis une certaine maturité par rapport à ce travail en partenariat, il y a vraiment un enrichissement, à la fois parce qu'on rencontre plein de nouvelles personnes et que chaque rencontre est un enrichissement, mais aussi pour l'enfant, pour ses familles, de voir que deux professionnels qui exercent dans des champs différents, qui ont des compétences qui se complètent, travaillent de concert auprès de leur enfant, c'est vraiment une grande satisfaction pour la qualité des soins. Cela nécessite d'outiller les professionnels. Ça nécessite de les faire monter en compétences, d'une part, et qu'ils se créent des outils. Parce que on a beau, à nos niveaux, les équipes de direction, essayer de créer des outils, les professionnels ne se les approprient que s'ils sont à l'initiative, d'une part, de l'élaboration de cet outil et de son utilisation. Et quel est le rôle des adjoints alors dans ce processus? Alors, le rôle des adjoints, il est central, il est incontournable, puisqu'ils sont en prise directe avec, d'une part, les personnes accompagnées, et d'autre part, l'équipe des professionnels. Donc, les adjoints, ce sont les professionnels qui sont à la mise en œuvre opérationnelle du projet et qui se voient en retour être la cible aussi de toutes les tensions que ça peut générer au sein des équipes. Ça nécessite pour eux aussi un accompagnement managérial du coup. Ça nécessite un très grand accompagnement managérial. Alors le premier, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le développement d'un projet de ce type-là, hein, c'est effectivement qu'on soit bien en équipe de direction, d'accord sur le sens du projet, sur la manière dont on va essayer de le mener, mais aussi que chacun ait une certaine marge de manœuvre par rapport à l'équipe qui est la sienne, puisqu'au niveau des CESAD, c'est 4 équipes différentes, 4 histoires différentes, 4 adjoints de direction différents. Et chacun doit avoir une certaine liberté d'agir pour emmener son équipe vers le projet. Et comment sont accompagnés les adjoints alors pour acquérir, développer ces compétences? Alors on a mis en place différents temps de formation avec des formateurs différents. On a pu aussi bénéficier de temps de facilitation en équipe de direction élargie en intégrant les médecins. Et puis on a des temps réguliers en tête-à-tête, eux et moi, et puis en comité de direction. Tous les mois, toutes les semaines en tête-à-tête et tous les mois en comité de direction. Alors tout ça nécessite donc de la coordination pour se développer, Oui. mais là aussi il faut se mettre d'accord sur ce qu'est cette coordination. Oui. Parce que ce type de projet, ça multiplie les interlocuteurs autour de la personne et ce besoin de coordination, il est évident, hein, puisqu'il faut faire quand même converger toutes les actions menées pour la personne vers un but cohérent, porteur de sens. Et si tout le monde reconnaît le besoin, le consensus sur l'exercice de cette mission, il n'est pas si simple à trouver. Alors j'ai entendu, c'est un nouveau métier. Ah, c'est pas si évident que ça. Ça, c'est Monsieur Louba. C'est une mission des éducateurs. Ça, c'est Monsieur Geiger qui disait ça. Et effectivement, on a dans les équipes ces deux mouvements. C'est un nouveau métier. Non, c'est une mission des éducateurs. Donc voilà, il faut qu'on accompagne les éducateurs
dans la compréhension de ces missions. Est-ce que ça fait partie de leur métier? Est-ce que c'est un nouveau métier? Parce que ça modifie aussi la place et le rôle de chacun auprès de la personne. Ça questionne les prérogatives du coordinateur, ça questionne la place du médecin, ça questionne la place de l'adjoint de direction en termes de qui décide, qui porte la parole d'eux, qui met en œuvre. Et si c'est le rôle de l'éducateur, la question que se posent les éducateurs, c'est quid de leur mission, entre guillemets, éducative, c'est-à-dire les interventions directes auprès de l'enfant. Donc il faut clarifier les missions de chacun. C'est essentiel. Je dirais que la clarification non seulement des missions de coordination, de la place et du rôle des coordinateurs, c'est un enjeu majeur pour sécuriser tout d'abord les professionnels qui vont remplir ces missions, mais aussi ceux qui ne vont pas les remplir. Donc, si je vous suis bien, tous les aspects organisationnels sont peut-être pas remis à plat, mais en tout cas repensés. Oui, parce que alors dans le projet, ce processus d'évaluation vient complètement bousculer la manière dont on travaillait avant. Avant, pour faire très schématique et caricatural, et je m'excuse auprès des professionnels qui ont travaillé ou qui continuent de travailler comme ça, l'enfant est admis en CESAD, on arrête tout ce qui se fait en libéral et on prend en charge tous les soins en CESAD. Là, c'est quand même mettre en œuvre un processus beaucoup plus respectueux de l'enfant, qui ne rompt pas les liens qui ont été noués avec les professionnels qui s'occupent de lui en libéral. Donc ça veut dire que chaque paramédical qui doit mener une évaluation par rapport aux besoins de l'enfant doit prendre contact avec une personne qui travaille avec l'enfant, sans nécessairement lui voir l'enfant directement, voir comment l'enfant se comporte en rééducation, évaluer la manière dont le kiné travaille avec cet enfant, si c'est une manière qualitative eu égard à la technicité des soins que la pathologie de l'enfant nécessite. Enfin, c'est complètement différent dans la logique. Donc ça nécessite vraiment de penser l'organisation qui soutienne ces démarches. Après avoir expliqué le sens, clarifié les missions de chacun, est-ce qu'il y avait quand même toujours des résistances au changement? Oui. La résistance au changement, elle existe parce que les professionnels sont inquiets de ne pas mener un accompagnement de qualité. Je pense que la principale inquiétude qui s'exprime, c'est est-ce qu'en travaillant comme ça, on va avoir le même niveau de qualité de soins que celui qu'on avait en travaillant comme on travaillait avant. Moi, j'essaie toujours de les rassurer en disant que le processus d'évaluation doit être le garant d'un maintien de soins en libéral et que si les soins ne sont pas de bonne qualité, il y a nécessité de penser à des soins à l'intérieur du CESAD qui soient d'une qualité suffisante eu égard aux besoins de l'enfant. Mais je pense que ça doit encore s'expérimenter. C'est encore un projet trop jeune pour que les professionnels puissent vraiment avoir un retour positif sur l'ensemble des situations. Et ça peut être compliqué aussi de travailler avec des homologues libéraux, par exemple. C'est extrêmement compliqué. Les professionnels se posent énormément de questions. Comment se présenter? Comment présenter la démarche? Quelles questions suis-je en droit de poser à mon homologue? Quelle est ma légitimité en tant que kinésithérapeute de CESAD pour interroger un kiné sur un enfant que je ne connais pas? Est-ce que je vais pouvoir travailler avec ce kiné? Comment? Qui va faire quoi? Donc il y a toutes les questions que se posent les paramédicaux et le positionnement du médecin qui peut faciliter ce travail ou qui peut aussi parfois freiner ou empêcher ce travail de se mener dans de bonnes conditions. Il y a donc une forte demande de sécurisation des professionnels. Très forte. Et vous y répondez comment? Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais est-ce que vous avez d'autres leviers pour y répondre? Alors, on a, pour les coordinateurs de parcours, on a mis en place un processus de recherche-action pour leur permettre, comme ils sont dans 4 services différents, de se rencontrer, d'échanger sur les pratiques qui existent au sein des différents services, d'échanger sur leur place dans ce processus d'évaluation, sur les missions de coordination, sur leur positionnement au sein de leurs équipes respectives, et d'élaborer, si c'est nécessaire dans leur pratique, des outils qui leur permettent de mener à bien ces missions. Ça, c'est du côté des coordinateurs. Pour les paramédicaux, on s'appuie plutôt sur des temps d'échange en équipe, sur la démarche qualité, sur des retours d'expérience, sur de l'analyse de la pratique pour permettre à chacun de s'exprimer en équipe.
Ah, tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de changer des organisations. Tout ce processus n'a de sens que parce qu'il est au service des enfants et évidemment aussi des parents. Et comment est-ce que les enfants et les parents l'ont vécu, eux? Alors il y a deux types de situations. Il y a les parents qui étaient présents dans le service depuis très longtemps et puis les parents qui arrivaient dans le service pour la première fois. Alors pour ceux qui arrivent pour la première fois dans le service avec toute l'explication de la démarche, certains se sont vus assez soulagés de pouvoir continuer à travailler avec des professionnels qu'ils connaissaient depuis longtemps. Certains se sont même appropriés le rôle du coordinateur, c'est-à-dire certains n'ont souhaité que ça, quasiment, avoir un coordinateur à leur côté pour pouvoir mener à bien le projet de leur enfant, mais sans forcément toutes les dimensions d'accompagnement qu'un CESAD peut offrir. Et puis, il y en a d'autres qui ne comprennent pas bien, à qui nos partenaires ont vendu un service tout compris, où ils n'auraient plus à assurer les déplacements pour les soins. Et là, c'est un peu l'interrogation. Ils nous interrogent sur finalement ce qu'on va faire, comment on va le faire. Et au fur et à mesure du développement du processus d'évaluation, ils comprennent que finalement, on va s'appuyer sur leur projet, le projet qu'ils ont pour leur enfant, là où en est leur enfant, qui vont continuer à jouer un rôle, et on le co-construit avec eux. Donc pour cette dernière catégorie de parents qui avaient un peu attendu avec impatience que la prise en charge ne repose plus entièrement sur leurs épaules. Il y a tout un processus de co-construction du projet d'accompagnement qui leur permet de comprendre qu'ils vont continuer de jouer un rôle important et qu'ils vont continuer d'avoir à assurer une certaine partie de l'accompagnement en direct. Donc il faut accompagner aussi les parents, pas seulement les professionnels. Il faut accompagner les parents et il faut aussi accompagner nos partenaires qui ont besoin de comprendre aussi notre nouvelle façon de travailler parce que, alors c'est surtout les professionnels de l'éducation nationale, j'espère qu'il y en a dans la salle depuis hier, qui ont besoin de comprendre qu'on peut plus se satisfaire d'une prise en charge totale organisée par un CESAD et qu'on a besoin de travailler davantage en lien avec les professionnels de santé de premier niveau pour que cet accompagnement il prenne du sens dans tout le parcours de vie de la personne, qu'il n'y ait pas de rupture au moment où s'arrête le CESAD. En général, les soins s'arrêtent, les parents ont beaucoup de mal à reprendre les soins en libéral. Là, l'idée, c'est vraiment d'inscrire dans la continuité tous les soins dont l'enfant aura besoin très longtemps au cours de son développement. Alors nous allons parler d'une autre évolution. Je vous remercie de passer le micro à Jean-Michel Guillermin. Avec la mise en place d'une nouvelle organisation dans le cadre d'une démarche de scolarité inclusive, l'UMFP de Chavaillon-de-Vorep en Isère. Alors peut-être quelques mots d'historique pour bien situer. Oui, tout à fait. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, peut-être pour mieux comprendre un peu la teneur de mes propos et comprendre en fait de quel type de transformation il s'agit, on va peut-être revenir sur quelques éléments de contexte et ça fera peut-être aussi le pont avec certains propos tenus depuis le début de ces rencontres. Alors l'IEMFP en fait est un établissement, on dira aussi en quelques mots ce que c'est, dans le jargon un petit peu de tous ces sigles, et il est un peu hors nomenclature en plus celui-ci, appartient en fait à un pôle, donc c'est important de le dire, relativement concentré, relativement diversifié, et un pôle qui a un réel savoir-faire dans le domaine, on va dire, de l'accompagnement de la scolarité, puisque ce pôle est constitué en fait de 2 IEM, de 2 CESAD et d'un dispositif 16-25 ans. Ce pôle également, avec d'autres collègues, est également constitué en CEPOM. Je crois que c'est important de le dire parce que à la fois cette dimension de pôle et cette dimension de CEPOM nous a quand même donné des leviers significatifs pour ces transformations. Ça, on va dire, c'est pour l'interne. Quelques éléments de contexte extérieur. Nous étions confrontés à une très forte évolution de la demande. Dans un contexte isérois où l'éducation nationale a quand même réalisé des prouesses en matière d'inclusion scolaire, en embauchant énormément d'AVS, en scolarisant de plus en plus de jeunes. Et face, je dirais, à ces évolutions, l'offre de cet établissement, donc cet IEMFP, dont l'une des missions principales, au-delà de la rééducation, était de proposer en interne quelques formations professionnelles, s'est vu très vite avec un projet finalement déconnecté, dépassé.
et une offre de formation qui ne répondait plus du tout aux attentes et au niveau des personnes que nous étions susceptibles d'accueillir. Et ça s'est traduit très rapidement, réellement et dans nos prévisions, sur une baisse d'activité et des prévisions d'activité assez catastrophiques, malgré notre savoir-faire. Alors, l'IEMFP, en fait, si vous voulez en résumer en quelques prestations, scolarité adaptée, développement personnel, citoyenneté, toute une dimension rééducation et soins, une prestation d'hébergement et de restauration, et également de transport. Donc bien évidemment, travailler sur la scolarité et être sur un processus inclusif, forcément, ça allait modifier et impacter quasiment toutes les autres prestations. Alors, pour qualifier là aussi, quelque part, ce qui a fait l'objet de cette transformation, quelques éléments d'analyse. Je crois que c'est important parce que c'est ce qui donne le sens, c'est ce qui permet ensuite de guider et d'organiser l'action. On est parti d'un postulat qui était que cet établissement avait un réel savoir-faire, une réelle identité, et ça, on ne voulait pas le perdre. Ça, c'est le premier point, mais ça ne va pas de soi, je crois qu'il faut vraiment le réaffirmer. Deuxièmement, effectivement, et ça c'était à peu près évident pour toutes les parties prenantes, la nécessité de transformer l'offre de formation pour à la fois s'approcher d'une normalité et donc être en inclusion, travailler avec le milieu ordinaire, mais également d'apporter de la diversité. Et puis, troisièmement, une conviction assez forte qui était que, malgré ces adaptations, si nous n'ouvrions pas nos portes à d'autres publics, ça ne suffirait pas à être dans les niveaux d'activité qui étaient attendus. D'où, en parallèle de ça, le fait de reconvertir des places handicap moteur sur l'accueil donc d'autistes, voilà, de jeunes avec des troubles du spectre autistique. Voilà, donc c'est bien de cette transformation-là dont je vais vous parler. Donc vous avez créé une section autisme. Combien de places? Alors en fait, on a travaillé là sur un périmètre qui était les 2 IEM. En fait, on a fait moins 20 places sur l'IEM du Chevalon de Vorep et plus 10 places d'autisme. Et voilà. Et vous avez transformé le site, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez un site de formation et vous êtes orienté vers quoi? Alors, en fait, là aussi, pour comprendre le sujet, le Chevalon de Vorep, pendant des années, dispensait 3 types de formations dans les murs. Donc, un titre pro infographie, un CAP vente, et puis un bac pro GA. Donc vous comprenez bien, et pour cela, il y a une époque, ça, là aussi, enfin, ça a été dit hier, je crois que le problème n'est pas de renier le passé, je pense qu'à une époque, ce type d'établissement était à la pointe, était même assez exceptionnel, et permettait à des jeunes gens en situation de handicap de venir se former. Certains venaient même de la France entière, voire même des dom-toms, pour pouvoir avoir un lieu où ils pouvaient accéder à une formation de ce niveau. Aujourd'hui, bien évidemment, les choses sont complètement différentes. Les jeunes, il y a une autre offre, il y a d'autres possibilités, et plus personne aujourd'hui ne fera des centaines de kilomètres pour ce type de formation. Et j'irais même plus loin, c'était presque la double peine. C'est-à-dire que parce que je suis en situation de handicap, je n'ai finalement le droit et le choix qu'à 2 ou 3 types de formation. Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait en fait partir du projet des jeunes accueillis et leur donner accès, moyennant les adaptations nécessaires, finalement accès comme toute personne, tout jeune de leur classe d'âge, et finalement pouvoir travailler réellement un projet sur la base d'une motivation, et donc pouvoir accéder à un choix qui est celui aujourd'hui du choix qu'on a sur la cuvette grenobloise. C'est-à-dire combien de sites aujourd'hui? Alors donc aujourd'hui, on a développé 14 partenariats avec des lycées d'enseignement professionnel. Et en 3 ans, on est passé de 3 jeunes inclus à 60% de l'effectif, c'est-à-dire 50 jeunes. Et ça au travers juste de 2 dispositifs, je crois que c'est important de le dire. Un dispositif de classe externalisée qui prépare en fait au DNB, qui donne en fait, délivre le programme de 3e prépa pro. Et puis par contre, un dispositif de soutien, où là on est vraiment dans de l'inclusion individuelle. D'ailleurs, dispositif qui complète le premier,
puisqu'en fait, sur ces classes de 3e prépa pro, l'intérêt, c'est qu'à la fois on propose une remise à niveau, et d'autre part, surtout, on travaille un projet professionnel robuste. Et ce sont ces deux éléments aujourd'hui qui permettent à des jeunes d'être ensuite scolarisés dans le milieu ordinaire avec une chance de réussite, notamment sur des niveaux CAP. Et pour y arriver, il a fallu transformer toute l'organisation. Oui, puisqu'en fait, on est passé presque du tout dedans, monosite, à 14 sites, presque tout dehors. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais tout est modifié. On a en partie modifié la structure de nos organigrammes ou les missions à l'intérieur de certaines fonctions. On a modifié nos conditions de travail. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, Fanny le disait, en partenariat. Donc ça nécessite énormément de coordination. À chaque fois qu'il y a un point d'interface avec l'extérieur, ça nécessite à un moment donné que quelqu'un se préoccupe de voir comment tout ça peut fonctionner le plus harmonieusement possible. Ça a modifié complètement aussi dans nos manières de fonctionner. Je dirais qu'on est soumis tous à une forme de mobilité. Développement du parc de véhicules, développement des outils de communication, PC portable, téléphone mobile, le coût transport, si on regarde la structure de coût de l'établissement, de plus en plus de jeunes sur des tournées qui peuvent être de moins en moins globalisées, parce qu'on a des jeunes qui parfois sont en formation à l'autre bout de l'agglomération. C'est une augmentation colossale des coûts de transport, plus 120 000 € en 2 ans. Comment des rééducateurs qui auparavant faisaient tout sur place, allaient chercher à quelques mètres dans une classe un jeune pour pouvoir procéder à de la rééducation. Aujourd'hui, eux-mêmes doivent aller au plus près du jeune. Donc, vous voyez, aucun secteur aujourd'hui et aucun groupe métier n'a été épargné. Épargné, pas épargné. C'est fort ce que vous employez comme expression. Je crois que c'est un changement qui est colossal. Je crois qu'il faut s'en rendre compte et je crois rendre hommage aussi aux équipes qui ont accompli, là, pour le coup, des changements radicaux dans leur manière de faire. Et justement, comment l'ont-elles vécu ? Écoutez, je crois qu'il y a quelques indicateurs qui me paraissent significatifs. D'abord, je crois que au bout de 2 ans, ce qu'on peut voir, c'est que l'inclusion, ça fonctionne. Donc ça, je crois que c'est sans doute probablement ce qui fait le plus sens et qui est un élément de satisfaction évident. Deuxième indicateur, ça s'est fait vite et ça s'est fait sans difficulté, sans heurts sociaux, avec un climat social préservé. Donc ça, je crois que c'est également important à souligner. Et enfin, troisième élément, je crois que souvent dans le changement, on a tendance à voir des contraintes, mais c'est aussi un facteur important de progrès, d'opportunité. Et je crois que très vite, au-delà de la vision parfois collective, groupe métier par groupe métier, ou équipe par équipe qu'on peut avoir, derrière ces équipes et ces métiers, il y a aussi des individus, des personnes en tant que telles, qui, selon là où elles en sont dans leur projet de vie, dans leur projet professionnel, peuvent voir aussi dans ces évolutions de vraies opportunités de changement. Évolution différente selon les métiers, parce que tout le monde n'évoluait pas de la même façon. Et tout le monde n'était donc pas accompagné de la même façon non plus. Non, c'est vrai que dans l'accompagnement, alors j'irais aussi bien dans le domaine de cette diversification à l'autisme dont on n'a pas parlé, que dans cette transformation profonde de concevoir son métier et son accompagnement, on est face à un vrai processus de changement. Donc je crois que les facteurs clés pour moi, c'est que déjà il est important qu'en tant que direction et comité de direction, on ait une vision claire et une déclinaison opérationnelle claire. Sinon c'est un facteur de stress, c'est complètement anxiogène. Et parce que sans une vision claire et déclinée, on ne sait pas vers quoi on va et on sait encore moins comment on y va. Ça a été évoqué également derrière dans différents échanges. Donc l'accompagnement, au-delà de cela, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'explications, beaucoup de discussions avec les équipes,
en collectif, en individuel aussi. Et puis par contre pour l'autisme également, beaucoup de formation, hein, c'est-à-dire qu'on a pu engager un plan quasiment de 120 heures de formation sur 2 ans. Et là, le CEPOM nous a aidés aussi, puisqu'on a pris des moyens particuliers pour financer justement ces actions de formation. Situation donc différente selon les métiers, parce qu'il y avait les métiers qui étaient en croissance, les nouveaux métiers, ceux qui se transformaient, et puis d'autres qui étaient, eux, au contraire, en décroissance. Tout à fait. Par exemple, typiquement, quand l'UMFP délivrant à un moment donné des formations en interne, il y avait un corps enseignant, par exemple, qui était quand même conséquent, avec des enseignants qui étaient d'ailleurs en plus sous contrat APF, et d'autres enseignants qui étaient détachés de l'éducation nationale. Vous imaginez bien que quand aujourd'hui plus de la moitié des jeunes que nous accueillons ne sont plus en formation dans l'établissement, même si nous avons des classes externalisées sur lesquelles on assure en direct l'enseignement, pour tous les autres, ça veut dire forcément des postes en décroissance. Donc là, ça s'est géré en fait à plusieurs niveaux, hein. Il y a eu des départs en retraite, bien évidemment, non remplacés. Il y a eu des personnes qui ont évolué dans leur fonction. Il y aura le cas tout à l'heure d'une collaboratrice qui s'exprimera sur le sujet, qui est enseignante, qui a pris une fonction de coordination dans le domaine de l'autisme. Donc il y a eu un certain nombre de transformations de ce type, à tout niveau. Beaucoup de transformations, et pour autant, vous ne voulez pas parler de résistance au changement. Pourquoi ? Oui, je crois que c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Je préférerais en fait parler plutôt d'un côté d'habitude, de fonctionnement, et de l'autre en fait de ressources psychosociales des équipes. Et je crois que en fait ce type de changement profond, je crois qu'il faut les aborder surtout en osant la confiance, hein, et je crois à tout niveau. Hier, dans les débats, je ne sais plus quel intervenant disait que finalement, on se pose toujours la question de savoir si les jeunes sont prêts à. Et par rapport à ce qu'on a accompli là, ils nous ont tous surpris, et tous surpris favorablement. Même au-delà, probablement, de ce qu'on pensait pouvoir faire avec eux. Donc il faut que les professionnels osent la confiance vis-à-vis des jeunes, en l'occurrence, qu'ils accompagnent. Je crois qu'il faut que nous en tout cas, et en tout cas moi, j'ose la confiance vis-à-vis de mes équipes. À partir du moment où vous expliquez les choses, que vous êtes sur un contrat clair, par exemple, tout le monde voyait bien qu'un établissement financé à 80 000 € la place, perspective à 2 ans, moins 20, vous voyez ce que ça peut donner. La conséquence de ça, si on ne fait rien, c'est quoi? Un débasage, un plan social. Donc je crois que quand les choses sont mises sur la table, qu'on donne en plus les moyens et qu'on essaie de rester dans le sens de ce qu'on sait faire, et qu'on dit aujourd'hui notre savoir-faire, il n'est pas périmé. C'est simplement peut-être la manière dont on l'exerce ou le contexte. Il faut qu'on aille en dehors des murs. Je crois que c'est porteur de sens. Et dès lors que en tout cas, moi, c'est le contrat social que j'ai passé avec mes équipes, c'est de dire, oui, il va falloir bouger, oui, ça ne va pas être évident, mais par contre, si on bouge, on a un avenir et on pourra être fier aussi, peut-être, de cet avenir. Oui, parce que oser la confiance, certes, conforter le sens, ok, mais il faut aussi donner des garanties quand même. Oui, tout à fait. Oui. Et ça se travaille par étapes, tout ça, même si vous êtes allé assez rapidement. Alors oui, encore une fois, je crois que les étapes, c'est ça, c'est-à-dire il faut décliner une vision, il faut donner un mode d'emploi sur le comment, il faut timer ça. Pour ma part, je pense que des transformations de ce type, il faut les faire rapidement. Souvent, on entend parler de politique de petits pas, il faut prendre le temps de... non, je pense qu'on ne peut pas se projeter dans plusieurs réalités différentes. C'est très compliqué de faire un pas en avant tout en gardant une jambe en arrière. Donc je pense que ça ne fait qu'installer des nostalgies pour le coup, et peut-être dans le temps des résistances. Donc non, je crois que des transformations comme ça doivent être menées, doivent être rythmées. Voilà. Des transformations vécues de quelle manière? Par les jeunes, les familles?
Et, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, l'inclusion fonctionne, qu'on ne peut pas revenir en arrière, et je crois pouvoir m'engager vis-à-vis des professionnels, des jeunes et des familles encore plus, bien sûr, mais je pense que personne, finalement, n'a envie de revenir en arrière. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand on a lancé tous ces dispositifs inclusifs, les jeunes nous disaient « Ah oui, effectivement, c'est super, oui, c'est vrai qu'on n'y aurait pas pensé, puis finalement, ça nous convient bien. » Et aujourd'hui, avec les nouveaux publics que nous touchons, là, qu'on a rentré à la rentrée de septembre 2018, on commence à avoir des jeunes qui ont connu quasiment que le milieu ordinaire. Et notamment des jeunes, puisque là on touche par exemple des jeunes qui viennent de 4e, 3e Ulysse. Et finalement, cette question-là, ils ne la comprennent même plus. C'est-à-dire que pour eux, c'est naturel en fait. Ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse proposer un système autre que au milieu des autres et dans des lycées professionnels, si c'est des formations de ce type qu'ils suivent. Voilà. Donc en fait, les mentalités évoluent très vite. Autre retour d'expérience avec Guillaume Webb. Je vous invite à prendre un micro. Merci. Donc responsable du service de coordination de parcours du PCPE Espoir 73. Quelques mots sur votre structure pour la resituer? Oui, bonjour. Donc Espoir 73 est une association située en Savoie, donc, qui initialement gère des structures donc, pour des personnes qui sont en situation de handicap avec des troubles psychiques. Depuis 2016, l'association s'est orientée vers la mise en place d'une plateforme de services, donc au sens d'un dispositif avec un ensemble de prestations qui auront pour objectif dans les années à venir de répondre à des besoins sous forme de Séraphin PH, pour faire simple au niveau de des nomenclatures, et d'organiser des services qui pourront favoriser en priorité le droit commun, si ce n'est pas possible, le droit commun des équipes spécialisées du territoire, et la réponse troisième serait donc l'institution s'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, ça c'est donc l'association. Le service que je souhaitais donc aborder avec vous aujourd'hui, c'est donc une initiative donc qui n'est pas nouvelle, parce que c'est une initiative que j'avais déjà abordée dans d'autres associations, d'autres mis en place, que j'ai souhaité proposer à l'association donc en 2013. Cette initiative, c'est la mise en place d'un service de coordination de parcours et de projet, initialement qu'on appelait coordination de projet, qui a beaucoup évolué, parce que maintenant on l'appelle coordination de parcours. Donc on pourra, si on a le temps, on peut en parler. Mais pourquoi cette initiative? C'était simplement de partir de la personne, de redonner le pouvoir d'agir à la personne, de la considérer une fois pour toutes dans notre secteur et surtout dans l'accompagnement comme des citoyens à part entière, et pas simplement que la loi 2502 le dise, mais qu'on l'applique pour de bon. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut simplement les écouter, les entendre, leur donner les moyens, surtout eux, de pouvoir s'exprimer et faire valoir leurs droits et leurs attentes. Et on a pu observer rapidement dans l'association que le modèle écologique qui existait, qui était classique, institutionnel au sens habituel, donc avec polyvalence des professionnels, avec une organisation entre guillemets mixte, que ce soit un ESAT, que ce soit un foyer d'hébergement, un foyer de vie, un foyer d'accueil médicalisé ou un accueil de jour ou une résidence sociale, en fait, les réponses souvent qui ont été faites dans l'étude qui a été faite en 2013-2014, qu'on répondait d'abord à institution, premièrement. Deuxièmement, on n'écoutait pas l'attente et le besoin de la personne, parce qu'on se préoccupait déjà de lui proposer des choses avant de l'écouter. C'est-à-dire que c'était bien pour lui ça, parce qu'on avait en équipe défini que ce serait pas mal pour lui, parce qu'on l'observe au quotidien. Voilà. Et puis finalement, la peur de prendre le risque aussi d'aller à l'extérieur, par exemple dans un foyer d'accueil médicalisé, parce qu'il y a une responsabilité, on ne sait jamais, des fois que la personne viole quelqu'un. Et de fait, on a essayé de casser ce système-là au départ, donc redonner le pouvoir d'agir aux personnes, et puis de leur proposer d'autres prestations que celles uniquement proposées par l'offre médico-sociale. Voilà. Ça, c'est l'origine du projet, qui a été une remise en question de notre système. Donc, ça s'est construit par étapes. Donc, il y a eu un site pilote
j'étais jusqu'à début d'année, parce que là aujourd'hui j'ai fait le choix de plus l'être, donc directeur d'établissement, donc un établissement qui est situé sur Albertville, composé d'un FAM, d'un foyer de vie et puis d'un accueil de jour. Pilote pour pouvoir d'abord expérimenter, même si j'aime pas le terme, mais c'était pour à un moment donné, voilà, pouvoir mettre en place avant de pouvoir dire est-ce qu'on pouvait le généraliser ou pas au niveau des autres établissements et comment on le généralise. Ce qui veut dire qu'on a défini donc une utilité sociale, tout d'abord au niveau associatif, donc à quoi ça va servir finalement cette coordination de parcours. Donc on s'est fait accompagner pour ça avec un consultant. On a travaillé avec, dans un premier temps, les professionnels sous une forme de conférence, sous une forme d'échange. On a défini les profils types qu'il fallait. Rapidement, donc, on s'est rendu compte que dans la mesure où c'est un moyen constant, il fallait aussi qu'on prenne en compte les ressources existantes dans la structure. Donc on a fait des entretiens auprès des professionnels, sous la forme des entretiens professionnels. On s'est rendu compte que le profil le plus cohérent était celui des éducateurs spécialisés. Alors, même si ça pourrait paraître évident, mais ça ne l'était pas au début, par rapport aux ressources existantes. C'est poser la question d'ouvrir à d'autres profils, parce qu'on avait d'autres professionnels type animateur deuxième catégorie, infirmière ou autre, qui étaient intéressés. Sauf que la réglementation nous a amené à faire un autre choix, parce qu'on s'est dit que si on met un moniteur éducateur à travail égal, salaire égal, donc l'avocat a tranché, a dit non, on ne pouvait pas mettre un moniteur éducateur et un éducateur spécialisé faire le même travail, sinon il faut le payer autrement. Donc on a fait autrement, on a proposé à des moniteurs éducateurs ou à des infirmières, c'est un budget ARS, donc c'était un peu plus compliqué, parce que la fongibilité n'était pas possible. Bon bref, donc on a proposé pour certains, s'ils le souhaitaient, d'évoluer. Donc voilà, ça fait partie, pour une personne par exemple, qui était animatrice, deuxième catégorie, de pouvoir évoluer dans une formation VAE pour prendre la fonction de coordinatrice, par exemple. Voilà, donc il y a eu un travail préparatoire comme ça. Il y a eu un travail préparatoire avec les cadres. Enfin, donc il y en avait deux cadres concernés sur ce site pilote. Voilà, pour pouvoir aussi savoir comment on allait changer leur travail en termes d'accompagnement de cette nouvelle fonction. Voilà. Donc on a mis en place le service rapidement, puisque c'est mis en place 2014. En 2014, ça concernait uniquement donc 3 coordinatrices sur un site qui n'étaient pas à temps plein. Ça représente globalement 2 ETP pour accompagner une file active de 55 personnes. Ces personnes-là ont conservé pendant un temps leur week-end, parce qu'il y avait des problèmes de primes qu'on peut imaginer. C'est une problématique, il faut dire aujourd'hui, une problématique. Quand vous êtes en internat, du jour au lendemain, vous passez une fonction qui est plutôt de l'externat, il faut aussi pouvoir à un moment donné faire des choix, des concessions. Donc on a fait le choix de garder les week-ends, ce qui rapidement a créé des problèmes, comme vous pouvez l'imaginer, dans le positionnement. Donc il a fallu revoir ça. Donc on a retravaillé aussi sur le positionnement entre internat et externat. Enfin voilà, donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Voilà, pour arriver à ce que les personnes par elles-mêmes décident d'annuler leur week-end parce qu'elles y voient un autre intérêt que de faire que de l'externat. Enfin voilà. Bon, ça c'est du management, mais qui est important de le dire aujourd'hui. Donc c'est un accompagnement au long cours. On les a formés, donc on a formé de manière plus spécifique les coordinatrices en interne avec un formateur spécialisé qui est intervenu hier. On ne peut pas faire ça comme, mais voilà, il est intervenu. Il est intervenu sur un programme de formation assez lourd parce qu'il est venu sur 2 années consécutives travailler non seulement sur le changement de posture professionnelle, sur le projet de service, sur les outils et sur, dans un 4e temps, et c'est ça que je voudrais dire à un moment donné, mais trop tard, on va dire, trop tard, on l'a fait trop tard, donc il y a des conséquences, sur l'articulation avec les autres services. Voilà. Pourquoi ? Parce que donc, on s'est vite rendu compte que la mise en place de ce service a bouleversé notre organisation. Alors, on ne l'avait pas forcément anticipé de cette manière-là, on avait prévu des choses, comme toujours, on prévoit, on avait planifié, on avait fait un rétro-planning, on avait mis en place voilà, un diagramme de Gantt, etc. Bon, bref, on avait fait plein de choses sympas. Puis donc les coordinatrices sont mises en place, elles ont écouté les personnes ont pu s'exprimer, elles ont pu faire part de leurs nouveaux attentes, nouveaux besoins, de leurs droits surtout. Elles se sont vite retrouvées en difficulté parce qu'on est passé par exemple sur un projet type à 1 ou 2 attentes exprimées sans conviction, à peu près une 40aine par personne. Ce qui veut dire qu'avec des demandes qui étaient de plus en plus orientées droit commun, avec la volonté de ne plus forcément rester dans la collectivité, au sens institutionnel, par exemple de dire
des choses basiques, hein. Mais moi, c'est bien gentil votre activité musique, mais moi je veux apprendre à faire de la musique. Voilà, donc, ah oui, d'accord, ok. Donc, comment on peut vous apprendre à faire de la musique? Eh ben, j'aimerais bien pouvoir aller à l'Arpège, qui est une association qui dépend de la municipalité, qui organise des cours de musique. D'accord, ok. Mais alors, ok, donc on entend. Oui, j'aimerais apprendre à prendre le permis, à passer le permis, parce que je conduisais avant. On m'a empêché de conduire pendant 10 ans de fait de mon hospitalisation et puis de mon institutionnalisation. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais pouvoir réapprendre à conduire et puis pouvoir reconduire, parce que pour moi, c'est important. Ah oui, d'accord, ok. Donc les coordinatrices sont allées en réunion, parce qu'il faut faire les réunions de coordination. Donc les réunions de coordination, donc au début, elles se faisaient sans l'usager, ce qui était pour moi un peu embêtant, mais il faut y aller par étapes, c'était comme ça. Donc elles exposaient les attentes des personnes. Et puis les retours des équipes étaient assez intéressants parce que finalement c'était ah oui mais non mais il peut pas conduire, c'est pas possible parce que c'est un danger et puis il risque de tuer quelqu'un dehors, ok, d'accord. Et puis ah bah non, il n'est pas question qu'il mange quand il veut parce que nous on est là entre midi et 2 et en dehors c'est pas possible. Et puis bah non, c'est pas possible que à un moment donné il réintègre un travail parce que de toute façon entre guillemets nous on le connaît bien, il peut pas. Bon, ok. Donc premier feedback un an après. Donc on a retravaillé de fait sur ces premiers feedbacks qui ont été faits au travers de l'analyse des projets personnalisés. Donc on a consolidé l'ensemble des projets personnalisés pour en ressortir les attentes et les besoins, ainsi que les réponses apportées par les professionnels. Et on s'est dit, il faut changer la donne, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc on a fait quelque chose d'assez dur quand même. On a dit aux professionnels, maintenant on va travailler autrement, donc pas les coordinatrices. Et aux autres professionnels, maintenant, vous allez travailler comme des prestataires. Donc on va travailler sous forme de prestations. Et la personne qui est là, c'est le client et qui, lui, a des droits, a des attentes. Et il faudra qu'on réfléchisse ensemble comment y répondre. Et ils l'ont accueilli comment? Alors, les professionnels, donc dans un premier temps, difficilement, évidemment, parce que je me rappelle d'un feedback d'une monitrice éducatrice qui est toujours là actuellement et qui est dans un dispositif innovant qui s'appelle un dispositif d'inclusion sociale. Alors, je vais expliquer pourquoi après. Qui, il y a 4 ans en arrière, disait moi, je vous en voulais de toute façon tous ces changements, parce que pour nous, vous imaginez, nous, on était monitrice éducatrice, on était bien dans notre confort de travail, elle ne le disait pas négativement, on était bien dans notre rythme, on était bien aussi, à un moment donné, dans la relation de pouvoir par rapport à la personne, parce que finalement, c'était assez simple, entre guillemets. Et aujourd'hui, on ne reviendrait jamais en arrière, 4 ans après, parce que finalement, qu'une personne qui habite en foyer d'accueil médicalisé, qui est issue d'un hôpital, qui était complètement ensuqué, sous camisole chimique, qui avait plus de rêve, qui avait plus d'envie, plus de désir, plus rien, et puis que la première fois qu'il arrivait, on lui disait, de toute façon, tu vas finir ta vie en femme, c'est très bien. 3 ans après, ce monsieur, aujourd'hui, il est dans un projet d'intégration de travail. Il va réaménager l'année prochaine. On est sur un projet, il va aménager dans son logement. Il est passé par le FAM, le foyer de vie, et puis aujourd'hui, il est dans un dispositif d'inclusion sociale. Cette monitrice éducatrice qui était opposante à l'époque fait partie des promoteurs aujourd'hui du changement. Donc globalement, oui, mal, pour dire. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés sont tous partie prenante du projet, mais ça n'empêche pas les difficultés sur l'articulation, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, où ce qu'on n'a pas suffisamment travaillé à l'époque, ça a été comment mieux anticiper l'articulation entre les services et l'impact que ça pouvait avoir, et comment on pouvait aussi mieux anticiper, ne pas survaloriser un service par rapport aux autres. Parce que c'était les feedbacks qu'on avait, pour répondre à la question, où il y avait un mauvais vécu de professionnels, légitime, qu'il faut aussi respecter et entendre, ça fait partie des erreurs de management qu'on a, qui était aussi à un moment donné de dire, oui, mais c'est bien gentil, mais les CPP, les coordinatrices de parcours et de projet, elles ont la bonne place, d'accord. Et puis nous, finalement, on est les larbins, quoi. Et ce vécu, effectivement, il a fallu l'entendre il y a 2 ans. Il faut encore l'entendre. Et il a fallu les accompagner, donc avec l'analyse des pratiques, certes, mais avec des formations, avec la remise en question de la position des cadres, parce que les cadres étaient très bureaucrates. On l'a constaté avec eux. Ils sont devenus très, très terrain. D'accord, parce qu'il fallait aussi mieux accompagner le changement. Et de fait, ça se passe mieux, quoi, voilà. Et quand vous parlez des cadres, il ne faut pas oublier les cadres intermédiaires. Ce sont essentiellement les cadres intermédiaires qui sont en proximité. Et le dernier feedback qu'on a fait fin d'année, c'est aussi les directeurs. Parce que dans ce type de dispositif, on a tendance à demander aux directeurs aussi d'être dans des innovations, dans d'autres fonctions plus stratégiques. Et on s'est vite rendu compte que les directeurs ont, dans un changement comme ça, aussi besoin d'être très présents sur le terrain. Et ça aussi, c'est important. Ouais. Ça concerne aussi les directeurs. Il a fallu gérer quelques tensions.
Alors, pas que quelques tensions, il a fallu gérer des tensions. Des tensions avec les coordinatrices au début, donc perte de repères identitaires. Exemple d'un témoignage, une personne qui dit ben oui, mais moi, alors je vous dis, c'est des propos, hein, je ne juge personne, hein, quand je le dis, et la personne le sait. Moi, vous savez, dans les entretiens professionnels au début, c'était, vous savez, moi j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé, c'était pour faire le travail d'AMP payé éducateur spécialisé. C'est un feedback, on l'entend comme on l'entend. On l'a travaillé, on l'a accompagné, donc c'était très dur pour cette personne au début. On a essayé de valoriser avec elle, voilà, ses ressources, ses potentiels, on l'a formée. Et aujourd'hui, c'est une des pilotes coordinatrices de parcours qui travaille dans la dynamique d'intégration professionnelle des personnes en ESAT, alors qu'elle était sur un FAM, d'accord. Donc voilà, on a eu des tensions qu'il a fallu gérer, parce que ça a créé une crise identitaire pour certains. Ça a créé un changement de posture, donc c'est-à-dire comment passer d'une fonction d'animation ou de pseudo-projet qu'on gérait finalement, hein, je le dis vraiment, avec une vraie fonction où je dois me positionner dans la relation à l'autre sur je dois écouter, pour les coordinatrices, hein, je dois entendre leurs attentes, toutes leurs attentes, et je ne dois surtout pas les juger, c'est-à-dire que je recueille leurs attentes exprimées, je dois même les motiver à trouver des solutions, parce que c'est eux qui ont souvent les solutions. Je dois aussi à un moment donné accepter que je ne peux pas moi donner mon avis, je peux donner qu'un conseil, c'est pas la même chose, faire du coaching. Je dois aussi accepter qu'à un moment donné, je dois aider la personne à trouver les ressources ailleurs que dans l'établissement. Alors ça, c'était pas simple parce que ça a entraîné forcément des tensions. Parce que je donne un exemple concret, un monsieur qui vient et puis qui dit à la coordinatrice dans son entretien, ce sont des entretiens plus ou moins, ça peut être pour certains mensuels, d'autres, enfin, ils ont entre 2, 3 ou 20 ou 30 entretiens, ça dépend des personnes par an. Des fois, il va y avoir plus. Et ce monsieur, voilà, il disait, bah là, moi, mon projet, c'est vraiment, voilà, de pouvoir m'intégrer dans un club de sport. J'en ai marre de, voilà, de faire comment dire, de la musculation dans la salle qui est là. Voilà, ça me va pas. Moi, je veux vraiment être en relation avec d'autres personnes. Bon. La coordinatrice, donc ok, l'accompagne à reformuler ses besoins, donc ça veut dire quoi? Ben oui, effectivement, j'aimerais pouvoir aller à la salle municipale, ok, est-ce que vous savez vous déplacer seul? Ben, j'ai du mal à me déplacer seul, ok, est-ce que vous vous sentez voilà, en capacité de pouvoir aussi voilà, faire vos démarches tout seul? Non, ok. Donc c'est-à-dire que là, la coordinatrice, elle doit aussi accompagner la personne à pouvoir aussi évaluer ses capacités, ses besoins et trouver des solutions. La personne trouve ses solutions, dit bah ouais, effectivement, peut-être qu'il faudra que j'aille me renseigner pour prendre le bus, peut-être qu'il faut que j'apprenne à mieux m'exprimer en public. Ok, donc c'est-à-dire que là, la coordinatrice lui dit bah, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à un moment donné, à travailler sur de nouveaux ateliers qu'on a mis en place sur la réhabilitation psychosociale, à savoir par exemple un travail sur l'estime de soi, la capacité à apprendre à s'exprimer, la capacité à se déplacer seul, etc., etc. Donc la personne dit oui, ok. Donc il a fallu aussi voilà, changer le paradigme de la négociation, donc ouvrir de nouveaux ateliers, de nouvelles perspectives. Et de fait, ça a entraîné un changement de posture pour les autres professionnels, parce que les autres professionnels, où on demandait à une AMP avant de faire de la musique, maintenant, on ne lui demande pas de faire de la musique, voilà, on lui demande à un moment donné de faire un autre type d'accompagnement et d'accompagner peut-être la personne à aller rechercher les ressources sur le territoire en termes de services d'autonomie, parce que dans le service autonomie, il y a l'accompagnement à un moment donné, on ne parle pas de participation sociale, hein, simplement de transport par exemple, ou l'accompagnement, aller l'aider à prendre des décisions, qui de Séraphin PH, d'accord. Et bah, de fait, il a fallu aussi accompagner ces professionnels-là qui n'ont pas été formés pour ça, n'ont pas ni la compétence initiale, ni même l'envie parfois, à dire bah ouais, il faut que je change ma façon d'être pour que finalement je ne décide pas à la personne ce qui serait mieux pour elle, que je lui dise pas bah, moi j'ai un atelier musique, tu viens. Non, c'est bah, comment je vais l'aider à pouvoir prendre la décision ou l'accompagner à se déplacer seul pour aller vers cette activité musique à l'extérieur. Voilà. Là, c'était le sport, pardon. Beaucoup de changements qui bousculent les professionnels, qui créent des tensions, ça dit avec des résultats. Alors, il y a, ouais, bien sûr, heureusement, oui, parce que. Alors, oui, alors non, il y a donc des tensions qui sont pas graves, hein, ce sont des tensions classiques dans le management qu'on rencontre. À l'inverse, il y a beaucoup de satisfaction, à la fois des professionnels, à la fois des personnes elles-mêmes et à la fois des aidants ou bien de l'entourage, parce qu'il y a les partenaires, parce que j'ai pas beaucoup insisté sur la coordination, elle intervient essentiellement dans la volonté de travailler sur le droit commun. Donc on a quand même beaucoup de satisfaction. Donc les résultats, c'est quoi? C'est
aujourd'hui des personnes qui ont des attentes exprimées qui sont beaucoup plus satisfaisantes. Donc les dernières enquêtes de satisfaction le montrent, où les personnes expriment leur satisfaction quant à une meilleure écoute de leurs attentes et besoins, des meilleures réponses en termes de prestations à leurs besoins, ensuite à un meilleur accompagnement et un meilleur suivi dans la réussite entre guillemets de leur projet. Donc ça, c'est des enquêtes qui le montrent. Voilà. Il y a aussi satisfaction quant aux résultats d'inclusion sociale ou de transition. On parlait ce matin de transition. Par exemple, aider une personne qui habitait en femme à pouvoir travailler son projet d'intégrer un EHPAD. Alors ça paraît tellement simple, mais quand vous êtes en plus étiqueté trouble psychique, alors là c'est 2 fois plus compliqué. Donc résultat, c'est qu'aujourd'hui on a une meilleure organisation dans la transition. Par exemple pour ces personnes-là vers les maisons de retraite ou les EHPAD, ce qui veut dire qu'on a un taux d'inclusion plus réussi et puis de maintien après la sortie mieux réussi. Et puis en inclusion sociale, on a, c'était le projet innovant, c'était en négociation avec le conseil départemental qui nous a autorisé un financement exceptionnel pour travailler ça. Ça a été en 2 ans de favoriser la sortie et l'accompagnement vers un logement en milieu ordinaire, même s'il ne faut plus le dire a priori, mais je le dis encore, un logement en milieu ordinaire de 5 personnes, qui habitent, peu importe qu'elles habitent en femme ou en foyer de vie. Aujourd'hui, en 2 ans, il y a 8 personnes qui ont pu réintégrer un logement en milieu ordinaire sur, je vous dis, une file active de 40 personnes en internat, enfin en habitat. Parce que les autres personnes sont sur des files actives plus d'inclusion sociale type accueil de jour. Donc tout cela se fait rapidement, hein, on l'entend bien. Alors oui, rapidement, et c'est une question de conviction, et puis surtout d'écouter leurs attentes. Et, on a fait un film, bon, j'ai pas voulu le montrer aujourd'hui, mais on est parti quand même de l'écoute des personnes, où dans le film, c'est les personnes qui se témoignaient avec un journaliste, on n'était pas là, nous, on les laissait faire. Et en fait, ils ont exprimé que la collectivité en a marre, quoi, tout simplement, donc ils veulent en sortir. Alors, nous arrivons au temps d'échange avec vous. Vous avez des questions, des témoignages, des commentaires. Les micros sont à votre disposition. Donc je vous invite à lever la main pour demander la parole. Vous connaissez le principe. Que souhaitez-vous savoir de plus? Savez-vous? Oui. Alors ici, je vais demander à ce qu'on vous apporte le micro. Oui, bonjour. Ah, il y a déjà quelqu'un. Nous vous écoutons. Alors, Isabelle Broquier, psychologue au CESAT APF Nord-Seine-et-Marne. Je rebondissais un petit peu quant à l'intervention pour le CESAD de Lille. Je souhaitais savoir comment est-ce viable financièrement de travailler beaucoup sur la coordination et de passer beaucoup par des libéraux, alors que initialement les financements sont donnés pour des professionnels qui ont été recrutés. Alors financièrement, c'est viable parce qu'il existe dans les dispositions réglementaires de financement des CESAD des possibilités de demander auprès de la CPAM des soins complémentaires par des demandes d'accord préalables. Ce qui est possible dans 2 situations, soit parce que l'intensité des soins est beaucoup plus importante que le CESAD peut fournir, soit parce que la technicité des soins n'est pas possible avec les moyens du CESAD. Comme on accompagne beaucoup plus d'enfants que le nombre d'enfants relevant de notre autorisation, on peut réaliser des demandes d'accord préalables dans le cadre des besoins intensifs des enfants, auxquels on ne peut pas répondre. Alors là, ça c'est la réponse administrative. La coordination de parcours, à partir du moment où elle est indirecte, n'est pas viable financièrement, dans la mesure où les actes indirects ne sont pas considérés par l'ARS comme des actes comptant pour l'activité des CESAD. Donc si on ne faisait que ça, on ne serait effectivement pas viable. Et autre intervention ici au 3e rang. Le micro vous arrive tout de suite. Bonjour, Myriam Anton, chef de service sur l'IME Pierre Merly à Antibes. D'abord, je voudrais vous remercier pour vos interventions à tous les 3, parce qu'on voit à quel point il faut avoir l'esprit de l'engagement et beaucoup de motivation pour mettre en place tous ces systèmes de coordination. Ma question, c'est, on voit à quel point l'aspect, on va dire, humain prime dans ces nouvelles organisations. Et vous parliez justement de la difficulté à faire reconnaître dans nos budgets la place que prend toute cette énergie que nous dépensons tous
pour pouvoir coordonner les parcours et y croire surtout. Et je voulais savoir comment vous faisiez concrètement avec vos directions pour faire valoir la place de ces coordinations et les faire financer. Alors, qui commence? Jean-Michel Guillermin. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, la règle, notamment lorsqu'on est en CEPOM, c'est que toutes les transformations sont faites dans le cadre d'une enveloppe contenue à budget constant. Donc ça, c'est une réalité. Et on n'y peut pas grand-chose. Je dirais qu'en fait, je pense qu'il faut le voir comme des transferts de missions et des transferts de charges. C'est pas quelque chose en plus. C'est faire autrement, différemment. Et surtout, il ne faut pas conserver un passé sur lequel il faut greffer des fonctions nouvelles. Je crois qu'il faut savoir désengager certaines fonctions de manière à pouvoir justement faire face à ces nouveaux besoins. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé d'autres possibilités. Et comment faire valoir auprès de la direction? Je dirais qu'à partir du moment où on est dans un système de transfert, qu'on reste dans le cadre d'une enveloppe pour le coup maîtrisée, qu'on ne demande pas d'argent à nos financeurs, il n'y a pas plus de problème que ça. Denis Messien. Moi, j'ajouterais que... On m'entend ? J'ajouterais que finalement, cette contrainte que nous impose l'ARS pourrait peut-être être l'opportunité pour les personnes de développer leur capacité à comprendre le système complexe dans lequel ils peuvent être quand on parle de coordination d'un projet de soins ou suivi d'un parcours. Parce que si on incite les coordinateurs de parcours à toujours être attentifs à ce que la personne soit présente au moment où elles font du lien entre les partenaires, entre les différentes parties prenantes du projet de la personne, ça permet à la personne de comprendre comment après elle va pouvoir prendre les rênes de son projet et le faire toute seule, sans personne. Parce que l'un des écueils de cette fonction de coordinateur, de ce métier, ce serait de placer finalement la personne dans une nouvelle relation de dépendance. Et là, on aurait tout perdu. Je pense que ce qu'on souhaite, c'est que la personne s'autodétermine un maximum et qu'on l'accompagne dans la compréhension de cette complexité et qu'elle puisse à terme le faire toute seule. En tout cas, c'est un peu le sens que moi je donne à l'évolution des compétences des coordinateurs vers plus d'autodétermination de la personne. Guillaume Webb. Il y a une réalité effectivement qui a été dite, c'est que c'est à coût constant, de manière pérenne. L'opportunité qu'on a eue à Sport 113 a été sur un dispositif innovant de mise en place de cette coordination de parcours et puis d'initier la plateforme de service. On avait donc, j'avais anticipé du moins à l'époque, certains excédents, de les provisionner, d'accord, pour pouvoir à un moment donné les négocier avec les financeurs, en accord avec le conseil d'administration et la directrice générale, sur la redistribution d'un excédent pour aider à la mise en œuvre de ce dispositif. Donc ça, c'est une première étape, c'est-à-dire que ça, c'est une réponse que je peux vous donner claire. C'est aussi à nous, je pense, gestionnaires, comme une entreprise. Moi, je suis issu de l'entreprise avant. C'est à nous de faire notre plan de carrière et notre plan de projet entrepreneurial. Effectivement, avec les CEPOM, il faut l'anticiper à plus long terme, mais à la fois, ça se fait. Et si on négocie avec nos financeurs certains excédents qui, des fois, on rend ou on perd bêtement, peut-être que voilà, c'est un des leviers, c'est aussi savoir les utiliser pour des projets innovants dont ceux-là. Deuxième chose, c'est à coût constant, ça veut dire effectivement analyser, et c'est là où Séraphin PH a été intéressant pour nous dans notre dispositif, c'est analyser là où sont les vraies prestations pour répondre aux vrais besoins. À partir du moment où on fait ça, c'est assez simple. Si vraiment vous ne l'avez pas expérimenté, expérimentez-le sur juste un dispositif. Vous verrez qu'on a plus souvent de prestations pas au bon endroit, d'accord, qui en plus coûtent cher parfois. Un éducateur spécialisé, je vais le faire exprès provoquer, mais un éducateur spécialisé qui accompagne à l'autonomie pour faire une douche, c'est cher, c'est triste à dire. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est cher dans un contexte comme aujourd'hui. Donc non seulement en plus il n'est pas formé, et en plus de ça, il n'a même pas forcément la compétence. Déjà, c'est aussi se poser ces vraies questions-là en équipe.
c'est redistribuer les compétences là où elles doivent être. Les prestations également, c'est aussi se dire de ne pas non plus surdévelopper les prestations pour aussi, à un moment donné, se donner le sentiment qu'on est utile. Donc c'est un grand débat qu'on a avec les professionnels aussi, qui a été accepté maintenant, c'est ne pas, vous savez, créer du surbesoin. Et les coordinatrices sont là aussi pour veiller à ça. Non pas en termes de chef de service, qu'il y a bien des effecteurs des prestations qui sont les chefs de service, et il y a bien une coordinatrice, d'accord, qui est là pour coordonner les besoins. Elle ne s'occupe pas des prestations, elle s'occupe de la satisfaction après de la personne. Ce qui veut dire que ça, on peut le jouer, c'est-à-dire aussi revoir si nos prestations sont bien justifiées par rapport aux besoins. Et automatiquement, on voit que, où avant on avait tendance à créer des activités, pour créer des activités, c'est pour ça qu'on est payé finalement, il faut occuper la journée, et on pense que c'est bien pour les personnes. En fait, quand on écoute les personnes, c'est pas ça qu'elles ont besoin. Et en fait, en refaisant autrement, on gagne de l'argent. C'est bête, mais on gagne de l'argent. Avons-nous une dernière question dans la salle? Oui, ici au deuxième rang. C'est à vous. Bonjour, je suis Fanny, chef de service dans un IEM, IEAP dans les Côtes-d'Armor. C'est une question pour Monsieur Webb. Tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes passé du terme coordonnateur de projet à celui de coordonnateur de parcours et j'aurais voulu savoir pourquoi. Alors, initialement, donc on était sur une dynamique de projet par rapport au fait qu'on répondait à un projet institutionnel. Donc en fait, la personne habite en FAM ou habite en foyer d'hébergement. Voilà, son projet, c'était d'aller d'un point A à un point B dans l'institution. D'accord ? Voilà. Dans l'écoute des besoins des personnes, on s'est rendu compte que ce projet-là n'avait plus de valeur en tant que tel parce qu'il était dépassé par la notion de parcours, au sens vraiment d'inclusion sociale, au sens de droit commun, au sens de parcours de vie. D'accord, et qu'on ne pouvait pas restreindre le simple projet d'une personne, d'accord, à l'institution, il fallait voir au-delà. Donc pendant un temps, on a appelé ça projet et parcours, pour dire qu'on faisait bien du projet et du parcours. Et aujourd'hui, finalement, les coordinatrices, elles s'occupent du parcours, d'accord, et le projet appartient à l'institution. Il ne faut pas non plus se tromper. Le projet appartient à l'institution, c'est celui qui est responsable du projet, c'est celui qui est responsable, entre guillemets, des outils, des méthodes, de l'organisation, enfin du moins c'est un point de vue, hein. Alors que le parcours de vie appartient à la personne et ça on ne peut pas lui enlever, surtout pas. Et il ne faut surtout pas qu'on le restreigne à un projet. Je donne un exemple. Mon parcours de vie, donc mon rêve, mon parcours de vie, c'est vraiment, enfin, ou le projet de vie qu'on entend, mais le parcours de vie, voilà, c'est de réapprendre à travailler. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi vos besoins? On va travailler avec vous vos besoins. Mon besoin, c'est peut-être déjà voilà, de réapprendre simplement à savoir ce que c'est qu'un travail. Donc, peut-être aller faire des stages. Peut-être réapprendre à conduire. Peut-être réapprendre à pouvoir, à un moment donné, communiquer à autrui. Peut-être apprendre à un moment donné à pouvoir gérer ma santé, mon médicament. Parce que si je ne sais pas le gérer, je vais peut-être avoir du mal à stabiliser mes énergies, etc. etc. Ça, ce sont des petits projets, d'accord, qui viennent enrichir le parcours. Mais le projet appartient de fait à l'interaction entre ce que les différents services et prestataires trouvent comme proposition ou comme préconisation pour faire ce qu'on appelle effectivement le projet personnalisé, d'accord ? Et le projet personnalisé étant réglementairement l'avenant au contrat de séjour, d'accord, de fait de manière plus opérationnelle, et ben ça, on a décidé sur le site pilote et qui est en train de se développer de dire que le projet n'appartient plus à la personne en tant que telle, il appartient bien à l'institution. Voilà pourquoi. Fanny Messien, en conclusion, si c'était à refaire. J'ai déjà entendu cette question. Alors, si c'était à refaire, je le referais. Peut-être différemment. Tu disais, il faut avoir une vision claire, il faut avoir une méthodologie précise. Moi, j'avais choisi de conduire ce projet en allant. C'est-à-dire sans dire aux équipes, voilà la méthode, voilà le calendrier, voilà comment on va y aller et à quel moment il faut arriver à tel ou tel jalon. Diagramme de Gantt, voilà, méthodologie. Ce que j'avais dit aux équipes, c'est qu'on va vers des choses effectivement anxiogènes, inconnues, et qu'on allait le construire ensemble. Je pense que ça a angoissé plus d'un, effectivement. Est-ce que je ferais différemment pour autant? Je ne suis pas sûre. Parce que ça permet quand même à chacun de se responsabiliser par rapport à ce projet, de se créer ses propres outils, de retravailler son référentiel, de prendre le temps d'élaborer un cadre de référence qui lui est propre.
plutôt que de se le voir imposer. Donc c'est peut-être plus long, ça demande peut-être effectivement plus de communication, plus de rendez-vous, plus d'explications, plus de tension, mais à terme, j'ai l'espoir et j'ai l'intime conviction que ceux qui resteront dans les établissements, certains feront peut-être le choix de partir parce que ça heurte vraiment trop leurs valeurs, mais ceux qui resteront auront compris et se seront appropriés ce travail en percevant que c'est un réel bénéfice pour les enfants qu'on accompagne. Merci à vous trois.